Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce mardi 27 mai, la décolonisation au cœur des discussions. Les élus, quel que soit leur bord politique, sont-ils prêts à ouvrir le débat? Quelle forme doit prendre le dialogue? Ces questions ont été débattues à l'Assemblée de Polynésie ce matin et nous aborderons justement ce sujet épineux avec Tepuaro Riteritei, représentante du Tapura au sein de l'hémicycle. Se mobiliser pour les enfants, impliquer les parents dans leur rôle, c'est le but de l'école de la parentalité créée aujourd'hui à Tevayuta. Nous avons pu assister à la première rencontre. 3 étapes en 3 jours, 171 km à parcourir, 500 rameurs engagés. La 30e édition de la Tahiti Nuiva débute jeudi. Une course emblématique avec changement qui promet du spectacle. Nous en parlerons plus en détail avec le président du comité organisateur, Jean-Pierre Barf. Et à la fin de cette édition, nous irons à Bora Bora auprès des forains en pleine préparation des festivités du Heiva. Certains y participent depuis des générations, d'autres depuis peu. Quoi qu'il en soit, ils s'affairent avec passion. L'Assemblée n'est pas compétente pour demander à l'État un dialogue de décolonisation. Le président du pays, oui. C'est ce qu'estime le rapporteur public du tribunal administratif qui a demandé l'annulation de la délibération du président de l'APF, adoptée le 12 décembre dernier. L'avocat de l'Assemblée dénonce un débat sur une question de forme et non de fond. Il répond à Rehein Najarian. Moi, je considère que le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui appartient à chacun. C'est un droit fondamental. La Constitution française et le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il s'agissait d'un droit fondamental, constitutionnel. C'est un droit de l'homme vraiment fondamental selon aussi les Nations Unies. Et pour moi, n'importe quel citoyen polynésien est en droit de faire cette demande qui est faite aujourd'hui par l'Assemblée. Donc pour moi, c'est un non-sujet. On est en train de créer du débat sur des questions de procédure pour tenter d'éviter un dialogue. C'est une stratégie de l'État. Je la trouve regrettable. Et le jugement sera rendu le 10 juin prochain. En attendant, la décolonisation était au cœur des débats dès l'ouverture de la 4e séance de la session administrative ce matin à l'Assemblée. Priorité au dialogue, a estimé le président du pays. Une prise de position accueillie favorablement par le parti Aherehia Porinetia. L'autre débat du jour a porté sur les transferts d'argent de l'État et ses retours. Ruan Potoru Teivaribé. Vous accusiez une fois encore la France de colonialisme, allant jusqu'à comparer notre peuple à une victime du syndrome de Stockholm. Vous avez promis, juré, craché que vous n'iriez jamais à l'ONU demander le retrait de la Polynésie de la liste des pays à décoloniser. Le temps est donné dès les premières questions orales du jour. Le débat sur la décolonisation refait surface. Pour le président du pays, la priorité est au dialogue avant même d'enclencher l'appareillage juridique. Une vision bien différente de celle du président de l'Assemblée du Féinois. Ce n'est pas la méthode que j'ai décidé d'adopter depuis que je suis élu. C'est ce dont j'essaie d'ailleurs de convaincre l'État, qu'il faut faire sans en arriver devant les tribunaux. Maintenant, j'attends beaucoup de mes rencontres lors de mon prochain déplacement à Paris. Aujourd'hui, nous avons un président qui assume d'être indépendantiste et qui va contribuer à ce que l'ouverture du dialogue se fasse avec Paris et surtout qu'il y ait une discussion sur le processus d'autodétermination. Et dans le même contexte, l'Assemblée de la Polynésie a diligenté une commission d'enquête pour évaluer les transferts et les retours financiers de l'État. Plus d'une vingtaine de millions de francs au total seront investis. Pour l'opposition, ce n'est pas une priorité. La seule valeur dont on est persuadé, c'est le coût de cette commission d'enquête qui va coûter 25 millions aux contribuables polynésiens. Ça, on en est sûr. Ça coûtera 25 millions de fonds publics pour aller sortir cette étude qui s'appuiera je ne sais sur quoi. Donc j'ai hâte de la voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, elle aura un coût certain. Et vu les priorités qu'on a en ce moment, on aurait peut-être dû mettre cet argent ailleurs. Cette commission d'enquête débutera au mois de juin. Elle consistera à recueillir des informations sur les enjeux économiques, environnementaux et financiers de la Polynésie. Les élus du Tavini espèrent qu'à l'issue de ce travail, le dialogue avec l'État français sera possible. Et restons dans la thématique de la décolonisation avec notre invité ce soir, l'élu du Tapura, Tepuaro Riteritei Orana.
Yorana Suliane et Yorana à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a entendu dans le sujet, la décolonisation était au cœur des débats. Il y a la manière forte assumée un petit peu par l'Assemblée, en tout cas le président de l'Assemblée de Polynésie qui fait appel aux tribunaux. La manière plus douce avec Moetai Brotherson. AIP a l'air va plutôt dans le sens en tout cas de Moetai Brotherson sur une discussion, sur un processus. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez que le débat soit ouvert ou pas du tout? Il n'en est pas question. Alors je ne sais pas si Aherea Polinetia va vraiment dans ce sens. Je pense que ce que la députée a voulu dire, c'est qu'enfin, finalement, le président se dévoile. Puisque depuis un moment, c'était un sujet quand même que le président Brotherson reniait, plus ou moins. Il n'était pas du tout engagé dans le processus de décolonisation quelconque. Et on voit un changement dans son discours. Et puis, comme je viens de le dire, il a l'air de se dévoiler. Pour nous, effectivement, on peut, pourquoi pas, entamer un dialogue avec l'État. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est la vie des Polynésiens. Ceux qui doivent décider, ce sont les Polynésiens. Donc, à un moment donné ou à un autre, il faut effectivement qu'on arrive à poser la question aux Polynésiens. Est-ce que le sujet de la décolonisation est un sujet pour vous déjà? On est persuadé au niveau du Tapura Huiratira, et c'est le message qu'on a porté au Timor-Leste, que ce n'est pas la préoccupation première des Polynésiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait, c'est le niveau de vie, c'est les problèmes sociaux qu'on rencontre aujourd'hui. L'histoire de l'avenir institutionnel de notre pays n'est pas une priorité pour les Polynésiens, on en est certain. Vous avez quand même dit ce matin à l'Assemblée, et là je reprends vos mots, ne pas être contre un rêve d'un pays souverain, mais il faut que ce soit préparé. Du coup, est-ce que vous avez des propositions justement sur cette éventuelle préparation? Alors tout à fait, j'ai dû préciser suite à une question orale qui avait été posée, parce qu'on m'accusait d'avoir dit que l'indépendance allait être un cauchemar. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit effectivement que l'indépendance pouvait l'être si elle était mal préparée. Donc à un moment donné, mais je reviens à ce que j'ai dit précédemment, il faut déjà demander aux Polynésiens qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que les Polynésiens veulent aller vers l'indépendance? Alors, on parle d'autodétermination. L'autodétermination ne mène pas forcément à l'indépendance. D'ailleurs, il y a plusieurs options possibles. On peut très bien poser la question aux Polynésiens, et si les Polynésiens décident de rester avec la France, alors avec un peu plus d'autonomie, c'est ce qu'on réclame. Quel statut? Certains proposent le pays associé. On ne sait pas. Ça, on peut voir appeler les différentes options. Mais l'indépendance n'est pas la seule issue de l'autodétermination. Et le Tavini Huiratira a tendance à faire croire que ça va de pair. Forcément, autodétermination va avec décolonisation, va avec indépendance. Alors, il y a une chose sur laquelle vous êtes d'accord avec le Tavini, c'est une éventuelle mission, en tout cas de l'ONU, ici sur le Funua, pour justement montrer pour vous la réalité de ce qui se passe sur le territoire, les pratiques, des traditions, des cultures ici. L'État ne l'a jamais accepté. Est-ce que vous allez interpeller aujourd'hui l'État pour le convaincre justement d'accepter cette mission de l'ONU? Alors, il est vrai que nous avons toujours dit que nous n'avons rien à cacher. Donc, à partir du moment où on n'a rien à cacher, pourquoi, effectivement, ne pas accepter qu'une mission de l'ONU vienne en Polynésie, ce qui est différent d'un séminaire. Le Tavini Huiratira, et en tout cas le président du pays, a demandé la tenue d'un séminaire. Par contre, là où on est effectivement peut-être un petit peu plus du côté de l'État, c'est de se dire que, théoriquement, dans un processus de décolonisation, il n'y a pas de rôle officiel donné aux Nations Unies. Donc, les faire venir, c'est finalement leur donner un rôle. Mais je reviens là aussi sur ce que je disais précédemment. À partir du moment où on n'a rien à cacher, moi j'ai envie qu'ils viennent nous voir ici, parce que lorsque on compare notre vie en Polynésie, qui n'est pas parfaite, où effectivement il y a des personnes qui sont dans le besoin, etc. Mais quand on compare ça à d'autres pays, comme le Timor, où on a passé 6 jours, je vous assure qu'on a la chance de vivre dans le pays où on est. Quand on voit les conditions dans lesquelles ces pays qui ont accédé à l'indépendance sont aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien effectivement qu'ils viennent voir de leurs propres yeux, et puis que justement ils puissent juger par rapport aux différents témoignages qui ont été faits de la part du Tavini, qui souvent déforment la réalité. Alors on va parler maintenant un petit peu social. L'actualité est forte, le drame de la petite Aïden, je rappelle, victime de maltraitance, l'ICE également. Le pays aujourd'hui, le gouvernement a reconnu qu'il y avait des failles. Ces failles néanmoins ne datent pas du gouvernement Brotherson. Est-ce que justement vous assumez aussi l'héritage finalement? Depuis 2014, le Tapura était au pouvoir. Alors c'est vrai que nous sommes profondément affectés parce qu'il est arrivé à cette petite, et il y a certainement eu, comme le gouvernement a reconnu, un certain nombre de dysfonctionnements qui effectivement peut-être datent d'un certain temps, et aujourd'hui on ne peut pas revenir sur le passé. Chose est sûre que suite à ce qu'on vient de vivre à travers cette petite Aïden, on doit identifier ces dysfonctionnements, et on doit surtout tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Donc identifier et réparer pour qu'effectivement on ne revive plus la même situation qu'avec cette petite.
Très rapidement, vous êtes d'accord avec les propositions qu'a faites justement Moïta Brosiarson, notamment sur notre plateau hier? Oui, alors il faut agir, comme on disait, et donc renforcer les moyens des affaires sociales, on le sait, et puis un meilleur encadrement justement par rapport aux familles qui accueillent ces enfants-là. Qu'est-ce qui était compliqué à votre époque? Alors compliqué dans le sens où effectivement il faut encadrer, il faut du personnel, il faut de l'humain. Là, on fait de la gestion d'humain, donc il faut des moyens humains. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à mettre les moyens qu'il faut. Oui. Merci beaucoup, Tepoalo Literitei, d'avoir été avec nous. À l'Assemblée nationale, à présent, la proposition de loi sur l'aide à mourir a été largement adoptée par les députés ce mardi en première lecture. Celle sur les soins palliatifs a été votée à l'unanimité. Les textes doivent désormais poursuivre leur parcours législatif au Sénat. L'aide à mourir devrait aussi concerner la Polynésie française. Et c'est un projet de loi qui concerne cette fois le tabagisme qui a été présenté par le gouvernement de la Polynésie. Le CESEC a émis un avis favorable et recommande à ce que la vente des cigarettes électroniques soit légiférée, encadrée et pour cause, près d'un mineur sur 2 a déjà fumé une puff. Les précisions du rapporteur Jean-François Benzama au micro de Nanihi Broseus et Dylan Fels. On s'attaque un petit peu au vapotage parce qu'on s'est rendu compte que c'était une porte d'entrée pour que les jeunes se mettent à être dépendants de la nicotine, puisque c'est présenté comme un produit fun, sympa, facile à consommer et pas du tout taxé, donc accessible. De fait, c'est une nouvelle façon de rendre les jeunes accros à la nicotine et de fait, il y avait un trou dans la raquette puisque ces produits-là, effectivement, n'étaient pas encadrés par la législation. C'est une première, une école de la parentalité à Tevayuta, une initiative des 5 associations des parents d'élèves de la commune réunies en fédération. L'objectif, se mobiliser pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont tenu aujourd'hui leur premier café des parents, aux côtés de la DSFE, du Centre d'information sur le droit des femmes et le Fare Tamahou, Chiquita Teiva, Mirkomanfo. Maltraitance, harcèlement, violence, les valeurs familiales telles l'amour, le respect et l'honneur, le partage sont-elles en train de disparaître? C'est en tout cas autour de ce thème que s'est déroulé le premier café des parents organisé par les associations des parents d'élèves de Tevayuta. Où nous sommes jugés en n'étant plus capables d'être parents. Et nous sommes ici justement pour étaler, de voir un peu qu'est-ce qui fait que nous perdons la main sur nos enfants, sur cette éducation, voir l'évolution et essayer de trouver des solutions. Justement, surtout qu'aujourd'hui, la drogue atteint le seuil de nos écoles et c'est dangereux. Agents du Fare Tamahou de la direction des affaires sociales, juristes, sont venus rappeler aux parents leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Je prends l'exemple de DSFE. Il y a des choses qu'on ne connaît pas trop au sujet du signalement, de la maltraitance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les premières choses qu'on doit faire. Alors nous aussi, vis-à-vis aussi des voisins, sur nous aussi, on a des choses aussi à apprendre, d'abord nous. Il y a les aides aussi que propose la fédération qui lutte contre les addictions, etc. Et c'est vraiment important aussi de sensibiliser les parents, de sensibiliser tout le monde vraiment, que en fait chacun dans notre coin, on ne peut pas avancer. Nos familles, c'est le centre de notre société, c'est le cœur. Si on ne parle pas de famille, on ne peut pas parler du reste. Voilà, donc c'était important de revenir au centre, à la source, là où on peut élever un enfant. Plusieurs communes ont rêvé d'une école des parents. La Fédération des APE de Tevayuta l'a fait, une initiative qui inspirera peut-être d'autres associations. Médaille d'argent, prix coup de cœur. 2 jeunes Polynésiens suivis par la protection judiciaire de la jeunesse reviennent en vainqueurs au Fénois après avoir participé au Challenge Michelet, un événement sportif et citoyen organisé dans l'Hexagone. Une première participation réussie donc pour la Polynésie. Les précisions de Thibaut Denuel au micro d'Aleoete Fafana et Dylan Fels. Les jeunes faisaient partie d'une délégation, donc l'Île-de-France Outre-mer, donc avec une trentaine de jeunes. Et ils ont gagné le Challenge Michelet. Et donc Ametelei justement a participé à la natation où ils ont fini 2e du concours de natation. Donc voilà, ils ont contribué à cette victoire.
La 30e édition de la Tahiti Nui Va se déroulera du 29 au 31 mai prochain. Cette course emblématique de Va'a propose un tour complet de Tahiti en 3 étapes. Pour cette nouvelle édition, 37 équipes sont attendues, soit 500 rameurs. Et pour que cette course soit un réel succès, la sécurité passe avant tout. Nous allons tout de suite aborder le sujet avec le président du comité organisateur, Jean-Pierre Baff. Yorana. Yorana tout le monde, Yorana les présidents qui m'écoutent et les rameurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on l'a dit, c'est une compétition en 3 étapes. Oui. Jeudi, Mateya Tautira 58 km, Tautira Pire 55 km, Pire Mateya 58 km. C'est une course à changement dans des conditions parfois complexes. Oui. La sécurité, c'est ce qui prime d'abord? Oui, la sécurité prime d'abord. De toute manière, quand on regarde bien, d'abord la sécurité sur le va. Il y a les copes obligatoires, les cale-pieds tolérés à cause des mal de dos et puis l'autovideur, mais surtout les gilets obligatoires dans le va et la corde obligatoire sur le hiato en cas de problème si le va coule. En plus de ça, les bateaux doivent être équipés de radio VHF. Donc, avec tous les systèmes que la DEPAM demande, c'est-à-dire les fusées de détresse, les fusées fumigènes. Donc, tout est mis en place pour que la sécurité est là. Je préviens déjà pour tous les bateaux suiveurs des rameurs, il y aura un check radio qui va se faire avant la course. Et si le bateau ne répond pas, l'équipage ne part pas. C'est simple pour nous. Hein. C'est un moyen pour nous de chercher si le bateau perd en mer. Voilà. Alors il y a notamment des zones un petit peu difficiles sur cette course-là et une zone en particulier, c'est le Tepari. Oui, le Tepari, c'est le Tiopo pour nous. Là. En ce moment, il y a des vagues de 3 mètres. Je sais que jeudi, ça va tomber à 2,50 m, mais le problème en ce moment, c'est le vent. Le vent avec la houle, ça peut faire des dégâts, mais on a mis un système en place pour que le Tepari soit protégé par les rames, c'est-à-dire il y aura 5 bateaux, 5 bateaux qui vont délimiter le Tepari pour que les rameurs passent carrément en dehors de ce zone de danger pour moi. Alors, c'est une course, on l'a dit, en 3 étapes. Il y a 3 jours de compétition. Pourquoi ces distances? C'est des distances tout de même qui sont longues. Alors, ce n'est pas un marathon parce qu'il y a des changements, mais néanmoins, c'est des distances longues. Alors, avant d'être président, je suis rameur. Hein, je connais bien le Tahiti Nui Va. À l'époque, il y avait des distances mal faites. Alors, avec la commune, grâce avec la commune, de Mateya, de Tautira et de Taoné, on avait travaillé et puis j'ai remarqué qu'avec ces distances-là, pour le comité, c'est 4 heures de rame. Pour les rameurs, c'est 4 heures de rame à peu près, sur les 3 jours. Donc, c'est 3 jours d'efforts, mais 3 jours sur les mêmes efforts. Donc, au coach de bien regarder, c'est très tactique, c'est très tactique pour les coachs, c'est très difficile pour les rameurs, mais ça va quand même. Bon, on leur souhaite beaucoup de courage pour cette compétition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et sachez que sur notre antenne radio et notre page Facebook, nous ferons régulièrement des points sur la Tahiti Nui Va 2025. Il y a 30 ans, le 27 mai 1995, Marcel Amaru perdait la vie lors du conflit en Bosnie-Herzégovine. Casque bleu, ce Tamari des OPEX a participé à l'assaut du pont vers Banja à Sarajevo, qui a marqué le début de la riposte de la communauté internationale. Ce matin, les autorités de l'État et du pays ont rendu hommage à ce héros polynésien dans le cadre de la Journée internationale de la résistance. Bois, niao tressé, cordes, autant de matières essentielles aux forains pour monter les farets de la place Tuavau à Bora Bora. C'est ici que se déroulera le Heiva i Bora Bora du 27 juin au 3 août. Alors à 5 semaines des festivités, qu'il pleuve, vente ou fasse chaud, on s'affaire avec passion. Mélissa Chang et Leïna Tetouanoui.
Charpente et toiture en pandanus n'ont plus aucun secret pour Willy Temari. L'homme d'une 50aine d'années manie aussi bien la tronçonneuse que les jeux d'arcade. C'est d'ailleurs sous ce faré que les enfants pourront s'amuser au baby-foot et à la torpille. Mais pour Willy, le Heiva a une signification plus profonde. C'est une histoire de famille. Aujourd'hui, on peut dire et préciser comme ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'on est sur la place Tuvavao. Et puis voilà, dans le Heiva, le Tiuré, depuis nos parents, je veux dire mon père qui n'est plus de ce monde. Et donc on est là avec notre maman et on peut dire que c'est un travail de famille. À quelques pas de là, Teiva Le Vert s'affaire devant son stand de restauration. Forain depuis seulement 4 ans, ce passionné de cuisine saine a lancé le pari audacieux de proposer des plats healthy sur la place Tuvavao. Une bonne vitrine pour son enseigne, mais qui a un coût conséquent. En superficie, j'ai 14 mètres par... juste là, la toiture, 14 mètres par 9 mètres. Il me faut 40 paquets de nids, sachant que dans un paquet, il y en a 10. Ça, c'est à peu près 300 000, juste pour la toiture. En gros, le tout, on est à peu près dans les 1,5 million. Cette effervescence attire immanquablement le regard des touristes, curieux et émerveillés par ce savoir-faire traditionnel. On était justement en train de se dire que cette fois-ci, c'était du vrai. Que souvent, on voit une imitation en plastique et là, on disait, tiens, ils sont en train de restaurer un habitat traditionnel. Pour cette édition 2025, la commune a débloqué un budget de 29 millions de francs, une preuve de l'importance accordée à cet événement, devenu au fil des années un incontournable du calendrier culturel local. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce lundi 27 mai. L'Assemblée ne peut pas demander à l'État un dialogue de décolonisation. Le président du pays, oui, c'est ce qu'estime le rapporteur public du tribunal administratif qui a demandé l'annulation de la délibération du président de l'APF. Le jugement sera rendu le 10 juin prochain. Restez connectés à l'actualité sur notre site internet. En une ce soir, les chantiers pour les Jeux du Pacifique 2027 et les premiers coups de pelle prévus en juillet prochain. Coût des investissements 12,5 milliards de francs. Au programme de votre soirée sur la première, 2 séries de Glades suivies de Good Girls. Et ce soir, on se quitte sur ces images du CAPF avec l'exposition Aumata des élèves de la classe d'art visuel du conservatoire. Un travail à découvrir jusqu'au 28 mai au Petit Auditorium. Demain, vous retrouverez Marouki Duré aux commandes de votre journal. Très belle soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.